en zone de service et en zone d'entreprise. Hein? Donc ça veut dire que du jour au lendemain, ces terrains, prenaient une valeur multipliée par combien? 20 ou 30. Le danger de spéculation est très réel. Comment cherchons-nous y faire face? Nous avons senti qu'une fois qu'on aurait acheté les premiers terrains pour l'université, il y avait de la spéculation tout autour. C'est pourquoi, alors que nous avions besoin de 350 hectares seulement pour faire la ville, nous avons acheté 920 hectares pour ne plus devoir acheter par après, parce que le mètre carré à 50 francs que nous avons pu obtenir vers 1968 est impensable une fois qu'on sait qu'arrive une université. Quand le fédéral avait pris la décision d'affecter les 900 hectares ici à Louvain-la-Neuve à l'université, il a pris la décision de l'affecter au développement de l'université Pointe-à-la-Ligne. Et donc il n'y avait pas de possibilité de créer une ville. Hein? Il fallait trouver une astuce pour faire ça. Et l'astuce qu'ils ont trouvée, c'est évidemment la formule du bail amphithéotique, puisque grâce à cela, l'université respecte le contrat passé avec l'État fédéral, puisqu'elle est toujours propriétaire du terrain. Le bail amphithéotique était une technique très pratiquée en Europe jusqu'à Napoléon, a été un peu mis sur le côté au moment du Code civil. Et parce qu'on le voit les effets en Hollande, les 10 dernières années, évidemment, comme les locataires savent qu'ils ne pourront pas rester au-delà de 99 ans, qui était la durée traditionnelle. Donc déjà, il y avait 2-3 générations, sur 99 ans, au 19e siècle, au 18e siècle, n'entretenaient plus. Donc le propriétaire retrouvait des trucs complètement à l'abandon. Mais ici, le bail recommence à chaque mutation. Mais ils étaient combien? 5-6 sur les 800 hectares de Louvain-la-Neuve. Donc, comme je vous disais, des agriculteurs qui cultivaient des surfaces plutôt importantes, sur un sol riche. Rarement, ils étaient propriétaires. Quelques habitants sur le plateau de Lozelle, mais qui se comptent en quelques dizaines, pas plus. Un petit quartier, le quartier de la Baraque, une vingtaine de maisons. Mais voilà, c'était ça. Il n'y avait pas d'activité sociale, ou très peu, sur le plateau. L'arrivée d'une université dans un paysage qui était un paysage en déshérence économique, le Brabant wallon, à l'issue des années 60, c'était vraiment un peu la catastrophe. On avait un niveau d'enseignement qui était plus bas que la province du Luxembourg, par exemple, qui est une province extrêmement agricole au sud de la Belgique. C'est la province du Brabant wallon qui était en phase de décroissance industrielle. À quelques kilomètres d'ici, on avait des papeteries, on avait des sidérurgies qui successivement, dans les années 60 ou 70, ont fermé leurs portes, laissant un tissu social assez délabré. J'étais directeur de cabinet pour l'aménagement du territoire, donc on lançait à la fois sur le modèle français des opérations de rénovation urbaine et de rénovation rurale. Et notre grande crainte, donc il y a 30 ans, c'était vraiment le désert wallon dans les zones rurales, exactement sur le modèle du Massif central, de Larzac et ainsi de suite. Il y avait un certain vide entre Namur et Bruxelles, et nous avons tenté de le combler sur le plan commercial comme sur le plan culturel. Nous craignons par-dessus tout une révolte des étudiants quittant une ville universitaire 12e, 15e, 18e avec de beaux bâtiments à Leuven, alors qu'on les met au milieu des betteraves brutalement. On leur a proposé une ville à l'accent un peu passéiste, volontairement, un peu volontairement compliqué, mais donc ne pas trop les dépayser s'ils devaient passer de Leuven 1425 à Louvain-la-Neuve 1972. Le projet de Louvain-la-Neuve a été conçu par des urbanistes, mais surtout par un historien des villes italiennes. J'avais confié la direction générale de ce groupe-là à un de mes collègues qui était ni ingénieur ni architecte, docteur en histoire de l'art. Mais je savais en parlant avec lui qu'il avait le sens de la ville, il adorait les villes anciennes, il avait le sens des pleins et des vides qui font une ville, le sens des espaces publics à partir desquels on crée une ville, quitte à laisser beaucoup de liberté
aux particuliers derrière la façade de leur maison une fois qu'elle était convenue. Le maire est un historien spécialiste des villes italiennes et le modèle de Louvain-la-Neuve s'inspire un peu de ça. Donc une ville tortueuse où il n'y a pas de grandes allées, de grandes rues perpendiculaires, rectilignes, tout ça. Il n'y a pas ça. C'est compliqué, c'est latin. Quel est le problème des villes anciennes? C'est que il y a 50 ans, ou jusque dans les années pratiquement 80, en ville, les gens voulaient avoir leur voiture en face de chez eux. Je dirais que le choix du centre, comme les villes nouvelles anglaises, c'est d'enterrer les voitures, c'est évidemment d'une très grande qualité. C'est pas si facile de faire l'urbanisme dont on rêve à un moment où trop de spécialistes en sont restés au Corbusier, par exemple. Or, c'était la mode à l'époque, dans la fin des années 60, des grands campus universitaires monofonctionnels disséminés dans un beau paysage. Eh bien, ce n'est pas cela qui a été le choix de l'Université catholique de Louvain lorsqu'elle a dû quitter Louvain. J'ai eu quelques années pour voyager dans le monde entier, pour voir les universités nouvelles et les villes nouvelles. Japon, Scandinavie, beaucoup, l'Angleterre, France, beaucoup les États-Unis, pour vendre mon idée de création d'une ville universitaire. Pour tomber finalement sur un architecte américain qui avait parfaitement compris mon style et mes besoins et qui m'a produit pour les quelques milliers de dollars qui convenaient une programmation complète d'une ville universitaire de 50 000 habitants. D'un projet intégré, qu'on espérait à l'époque être intégré à hauteur de 50 000 habitants, ce qui était en fait quelque part le modèle de Leuven, la ville qu'on quittait à ce moment-là. Ayant cela en main, on pouvait accélérer les choses, mais c'était très américain. On n'a pas aimé ça. Alors j'étais condamné à recruter, il était temps, des Belges pour travailler avec les Américains et ajouter cette dimension plus traditionnelle européenne. Et en fait, ce qui nous a inspiré sont les petites villes universitaires médiévales italiennes. Une loi de 1969 accorde à l'UCL 116 millions d'euros pour lui permettre d'acheter des terrains. Après n'avoir existé pendant des mois que dans l'esprit des concepteurs, sur les plans des architectes, sous la plume des urbanistes, le songe se matérialise et prend corps. Les principes qui commandent sa conception s'appuient sur une perception de l'université comme lieu d'échange et de rencontre. Ainsi, le bâti sera dense et les bâtiments universitaires immergés au sein des fonctions urbaines traditionnelles, comme l'habitat et le commerce par exemple. Grâce au tracé de Raymond Lemaire, les rues seront tortueuses, afin de lui donner des allures de ville ancienne et de l'humaniser, selon l'expression de Monseigneur Massot, alors recteur de l'université. Mais la caractéristique essentielle qui achèvera de la distinguer des autres villes traditionnelles est qu'elle sera piétonne. C'est un choix audacieux à une époque où la voiture prend de plus en plus d'importance dans le mode de vie. Pour réussir ce pari, les plans s'articulent autour de deux principes. Premièrement, les infrastructures automobiles comme les routes d'accès ou les parkings seront enterrées. Deuxièmement, le piéton n'aura au maximum qu'un quart d'heure de marche à faire pour rallier le centre-ville. Ainsi, la cité ne s'étendra pas au-delà d'un rayon de 1 km.